de la remise des prix Dialogue. Tout d'abord, je dois vous féliciter pour votre courage d'être venu malgré les grèves, malgré les inconvénients, et de nous accompagner ce soir pour ce qui est la soirée la plus importante qu'on célèbre à l'ambassade d'Espagne à Paris. Nous sommes réunis ce soir, le jour même du centenaire de la remise du prix Goncourt à Marcel Proust pour À l'ombre de jeunes filles en fleurs, pour remettre un prix littéraire. C'est déjà en très bon augure. Le prix Dialogue, qui est décerné tous les ans à Paris depuis 2012, reflète l'intensité et la qualité des relations qui existent entre l'Espagne et la France dans tous les domaines. Une enquête de l'Institut Elcano montre qu'un grand nombre d'Espagnols considèrent la France comme l'allié principal de l'Espagne. Et la plupart des personnes interrogées estiment que les deux pays ont des intérêts communs vis-à-vis de l'Europe et du reste du monde. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir la remise du prix Dialogue en 2019 à Javier Cercas. Depuis la publication de Soldats de Salamine en 2001, Cercas s'est affirmé comme un des écrivains plus importants de nos jours en langue espagnole. Il a obtenu de nombreux prix, de nombreuses reconnaissances, la dernière étant le prix Planeta, qui est un des prix littéraires les plus prestigieux qu'on peut obtenir en Espagne. Ces romans ont été traduits en une vingtaine de langues, y compris le français, et Cercas a de nombreux et fidèles lecteurs en France qui attendent la publication et traduction de ses livres avec grand intérêt. Et nous avons aussi le plaisir ce soir d'avoir la directrice de sa maison d'édition, Actes Sud, auquel je souhaite le plus grand succès, notamment dans la diffusion de l'œuvre de Javier Cercas. Ces œuvres ont souvent un caractère biographique et témoignent d'une réalité qui a été vécue par la plupart des Espagnols, ce qui fait une très bonne combinaison entre littérature et réalité. Javier Cercas propose une façon de repenser notre mémoire collective et il parle de nous non seulement comme individus, comme personnes, mais comme peuple. Le dialogue joue toujours un rôle essentiel dans ces œuvres et on est notamment ce soir à l'ambassade pour fêter et récompenser le dialogue. Je voudrais terminer par souligner la lucidité qui domine tous ses écrits, tant comme romancier que comme journaliste. Cette lucidité nous convie au vivre ensemble, à la connaissance mutuelle et au dialogue. C'est un prix qui reconnaît l'œuvre d'un auteur qui a décrit d'une façon remarquable les avatars d'un grand pays comme l'Espagne et qui a su agir comme un vrai ambassadeur de la culture espagnole en France. Ce prix Dialogue vous honore, M. Cercas, et honore en même temps le prix Dialogue ensemble. Merci beaucoup. Lecteurs, mesdames et messieurs, quand en juin dernier, le prix du jury Dialogo, composé de mesdames Isabelle Dornano, Caroline Pascal, qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle est décorée par le ministre de l'Éducation nationale et elle n'a pas encore trouvé le don d'ubiquité, la formule d'ubiquité, et de messieurs Fourtou, Ferré, Rofast et moi-même, quand ce jury donc a choisi d'honorer Javier Cercas, il ignorait dans quelle difficulté il allait se placer. Car 2019 a été pour Javier Cercas un annus magnificus. Prix Planeta en octobre, prix Aigné du Festival Aigné du Círculo de Bellas Artes, prix du journalisme Francisco Cerezo, remis en personne par le roi Philippe VI il y a quelques jours. Le modeste prix Dialogo, malgré la splendeur du lieu qui nous accueille, fait pâle figure autour d'autant de reconnaissances si prestigieuses. Et nous pouvons mesurer l'immense bonheur d'avoir avec nous, et je dis bonheur plus qu'honneur encore, bonheur d'avoir avec nous Javier Cercas, qui nous a fait l'amitié, au milieu d'un agenda surchargé, car il est devenu une poule aux d'or pour ses éditeurs, après avoir traversé les océans, il était à Mexico la semaine dernière, de s'être multiplié dans de nombreuses interventions, il a réussi à venir jusqu'à Paris, dans un Paris qui est, nous le savons, en proie au doute, comme seuls les Français savent le faire.
Si bien qu'il n'y a pas que Javier Cercas qu'il faut remercier d'être arrivé jusqu'à nous, mais chacun de ceux qui est ici présent doit l'être également. Comme vous le savez, Dialogo France est une petite sœur, mais autonome, de Dialogo Espagne. Or, en 2019, le prix Dialogo Espagne avait été remis conjointement au prix Goncourt et au prix Planeta. La boucle est ainsi bouclée, puisqu'en Javier Cercas, prix Planeta 2019, nous faisons écho au prix Dialogo Espagne. Mais ne feignons pas, ce n'est pas au sein de notre jury qu'a couvé le prix Planeta pour Javier Cercas. En juin, nous ignorions tout de ce qui se déciderait en octobre à Barcelone. Pourquoi a-t-on, et c'est une première, choisi de distinguer un auteur? Une première pour le prix Dialogo, qui, vous le savez, a récompensé des institutions, le Louvre, le Prado, des personnalités politiques, la maire de Paris, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, ou l'an dernier, l'Université de Bordeaux et l'Université du Pays Basque pour le campus européen qu'ils avaient mis en place. Pourquoi avoir choisi un auteur? Eh bien parce que l'œuvre de Javier Cercas est bien connue en France. Édité par Actes Sud, une maison d'édition dont nul n'ignore la puissance d'innovation, l'originalité et la sûreté de ses choix littéraires, les livres de Javier Cercas se sont rapidement imposés dans le paysage culturel français comme d'extraordinaires observatoires à partir desquels sonder les mystères et les drames de l'histoire espagnole. Avec Soldats de Salamine, c'est un récit binaire et manichéen de la guerre civile qui explose, pour laisser place à une enquête aussi fascinante que troublante. Une démarche que l'on retrouve dans Le Monarque des Ombres, autour non plus d'un personnage historique, mais d'un membre de votre famille, Manuel Mena. Même inquiétude devant la simplification, même refus de la schématisation. Et pour ce faire, le dialogue. Dialogue du passé et du présent, dialogue entre les protagonistes, et combien cette discussion avec votre ami David Trueba dans la voiture aide à pénétrer ce qu'on pourrait appeler la viscosité de la guerre civile, c'est-à-dire cette polysémie des actions individuelles qu'un effort de réordonnancement idéologique ne suffit pas à expliquer. Il faut aller à la personne. Pour reprendre les mots de Miguel de Unamuno, suyo y su circunstancia. Dans Autonomie d'un instant, que l'historien et éditeur Anthony Rollet m'avait recommandé de lire très vite, vous faites concurrence, et une concurrence déloyale, il faut le dire, aux historiens. C'est un historien qui parle. Pourquoi déloyale? Eh bien parce que votre récit est palpitant et beaucoup plus brillant et éblouissant que ce qu'on pourrait être amené à faire dans un cadre académique. Et c'est pour cela que vous êtes écrivain. Anatomie d'un instant, c'est une démarche kaléidoscopique entre trois acteurs de ce fameux 23F, Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado et Santiago Carrillo, qu'entoure une pléiade d'acteurs, à commencer par le roi Juan Carlos, les généraux qui commandent alors l'armée, les services secrets, Terrero. On passe de l'un à l'autre, on vérifie ou on reformule les hypothèses, et progressivement, vous mettez à jour ce que vous avez appelé le placenta du coup d'État, terme génial qui, une fois encore, refuse l'explication simpliste et renvoie tout autant aux congruences qu'aux disruptions de la vie politique. Je ne vais pas gloser l'ensemble de votre œuvre, je n'en ai ni le talent, ni la compétence, et je ne dispose pas du temps nécessaire. Il y aurait encore trop à dire. L'imposteur. L'imposteur est un livre, une fois encore troublant, pire même, dérangeant. Dans le déluge des bons sentiments que déploie l'argumentation de la mémoire historique, la découverte du mensonge colossal d'Enrique Marco est une déflagration qui permet ce livre. Vous vous êtes fait, comme l'a rappelé l'ambassadeur Fernando Calderera, progressivement l'enquêteur de la mémoire contemporaine, de ses troubles, de ses anachronismes. Et loin de vous y perdre, c'est par l'écriture que vous la dominez. La tenez à distance, la contemplez dans sa pluralité et en percevez toute la charge poétique et morale. J'insiste sur cette charge poétique en me rappelant ces pages
dans Le Monarque des Ombres, où vous revenez à Hernando, vous ouvrez la maison familiale, et pour avoir quelques liens avec l'Espagne, j'ai retrouvé les odeurs de ces maisons qu'on ouvre et qui ont été trop longtemps fermées. Et ça m'a saisi au plus profond comme lecteur. Dans votre dernier roman, Terra Alta, vous faites dire à l'un de vos personnages, un Français qui plus est, la mitad d'un libro, la pone el escritor, la otra mitad la pone escritor. Peut-on meilleure définition du dialogue? Et peut-on du coup meilleure justification de ce prix qu'on vous remet aujourd'hui? En nous donnant à lire vos romans sans fiction mais saturés de fiction, vous nous invitez au dialogue avec l'Espagne, cette réalité qui tous ici nous tient à cœur et qu'il semble si difficile de comprendre, ou plutôt d'enfermer dans des schémas. L'Espagne que vous aimez, c'est celle que vous incarnez, celle d'un enfant d'Hernando, un village d'Extrémadure, venu avec ses parents vivre en Catalogne. Celle, et je vous cite, d'un Catalan qui n'a pas cessé d'être extrémaigne, ou l'inverse. L'Espagne que vous aimez, c'est effectivement celle du dialogue, qui permet à un homme de gauche de saluer le discours d'un roi, et à ce roi de lui dire publiquement sa gratitude. Alors rassurez-vous, ce soir, c'est une fête, donc nous n'allons pas la gâcher en convoquant l'actualité espagnole et catalane. Mais nous sommes nombreux, cher Javier Cercas, à vous écouter, à vous lire et à apprendre de vos analyses les vertus du dialogue. Puissiez-vous faire école. Puisse-t-on aussi, de votre puissance poétique et narrative, apprendre à mieux comprendre le passé présent de nos vies et à mieux aimer par-delà les silences, les absences ou le trop-plein de paroles, ceux qui nous accompagnent dans notre existence. Parents, vos parents sont présents dans votre œuvre, conjoints, enfants, concitoyens, c'est-à-dire tous ceux qui font une société, une nation, avec son histoire, son présent, ses incertitudes, incertitudes héritées du passé, transmises à l'avenir, mais qui font le tissu quotidien de notre aventure collective. Telles sont toutes les raisons pour lesquelles le jury du prix Dialogo avait choisi de vous distinguer. Nous arrivons en fin de comète, alors que vous avez reçu déjà tous ces prix prestigieux, mais ce n'est pas parce que nous arrivons en fin de comète que nous ne sommes pas infiniment heureux de pouvoir vous remettre ce prix, et j'appelle le président de Dialogo, Jean-Charles Rofast, pour cette remise. Monsieur Stanley et les membres du jury, mesdames et messieurs, je veux raconter une petite histoire que j'ai racontée souvent ici en France. La première fois que Roman Jakobson, le grand linguiste russe, a visité Harvard, l'université de Harvard, il a été reçu par le président de l'université qui lui a dit « Monsieur Jakobson, on m'a dit que vous parlez 14 langues. » Et Jakobson a répondu « Oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. » Alors, je parle français, comme d'autres langues, mais je les parle en espagnol. Excusez-moi. En fait, c'est la même langue, c'est latin mal parlé finalement, non? Tout d'abord, je dois vraiment remercier les jurys qui m'a attribué ce prix par l'effet d'une extravagante générosité, comme la vôtre, avec ce discours qui m'a vraiment touché. Si mes comptes sont exacts, c'est le 5e prix qui m'est remis en France, ce qui représente pour moi un immense honneur pour lequel je ne sais comment vraiment exprimer ma gratitude. Car, à la vérité, je suis beaucoup plus redevable envers la France qu'elle ne l'est envers moi. Aussi, il serait bien plus équitable que j'accorde moi en prix à la France. Je l'ai dit le plus sérieusement du monde, j'appartiens, me semble-t-il, à une des dernières générations d'Espagnols qui ont appris le français comme deuxième langue vivante obligatoire à l'école, avant qu'on ne substitue l'apprentissage de l'anglais. Mais même à l'école, j'étais peu appris le français. Je ne l'ai vraiment étudié que pendant mes toutes premières années de scolarité, quand j'étais encore un enfant. Mes rudiments de français, je les dois en réalité à la littérature française. Juste avant mon entrée à l'université, j'ai eu une enseignante, très belle bien sûr,
qui nous a appris que les langues représentaient les clés de la connaissance et que pour être écrivain, il fallait connaître d'autres langues que la sienne. Elle nous a dit aussi qu'on ne les apprenait jamais aussi bien qu'au lit avec une petite amie. Malheureusement, mes chances de mettre les grappins sur une petite amie française étant alors assez limitées, pour ne pas dire nulles, je me suis employé à découvrir les écrivains français. C'est ainsi que j'ai commencé à lire en édition bilingue quelques poètes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, dont j'apprenais poèmes par corps, que je connais encore, je me souviens encore de ces poèmes que j'ai appris pour la première fois. Bon. Puis c'est fou le tour des romanciers, Diderot par exemple, Flaubert, Camus, Gide, Perec. Il est par conséquent bien naturel que mes romans, du premier jusqu'au dernier, sont littéralement saturés de littérature française. Le premier, intitulé Les Mobiles, est publié en 1997, est en grande partie issu de la lecture de la correspondance de Flaubert, que Gide tient pour les meilleurs livres de l'auteur de Madame Bovary, et met en scène un aspirant écrivain qui, inspiré par les fanatismes créatifs de Flaubert, finit par commettre un crime. Quant à mon dernier ouvrage, qui vient de sortir en Espagne, sous le titre Terra Alta, il est intégralement marqué par l'empreinte de Le Misérable, puisqu'il porte sur un garçon dont la vie sera à jamais bouleversée par la lecture du roman de Victor Hugo, qui lui fera découvrir sa vocation de policier et se découvrir lui-même en tant qu'homme. J'ajouterai aussi que je me suis toujours senti chez moi en France, surtout depuis que, voilà presque 20 ans, les éditions Actes Sud ont commencé à publier mes livres en français, que les Français ont commencé à les lire avec beaucoup d'indulgence et que j'ai commencé à venir en France plus régulièrement pour les évoquer, toujours dans mon pauvre français en espagnol. En résumé, je crois que je suis ce que l'on appelle en Espagne afrancesado. Je ne sais pas comment on peut traduire cette parole, afrancesado. L'expression est, comme on sait, apparue au XVIIIe siècle pour désigner les Espagnols qui admiraient la France des Lumières. Les mots étaient bien sûr péjoratifs, ce qui était absurde, car les Espagnols d'alors avaient beaucoup à apprendre de cette France et auraient été bien inspirés de l'imiter, ou mieux encore, d'adapter ces nouvelles idées à leurs propres besoins, comme les préconisaient en Espagne de nombreux grands hommes de l'époque, qui furent tous, d'une façon ou d'une autre, afrancesados. Ce mépris, cette défiance face à tout ce qui venait de France, était bien évidemment le résultat d'une histoire de dissensions, de guerres et de discordes incessantes entre nos deux pays, et atteignit son brutal paroxysme peu après, quand l'invasion de l'Espagne par les troupes napoléoniennes au début du 19e siècle provoqua ce que l'on connaît en Espagne sous le nom de guerre de l'indépendance. Le mot afrancesado désigna alors les collaborateurs de l'envahisseur, dont certains n'étaient que des personnes bien intentionnées qui voyaient dans l'arrivée des Français l'opportunité d'apporter les Lumières en Espagne et d'étirer les pays d'un retard et d'un obscurantisme séculaire. Personne n'a exprimé mieux que Francisco de Goya, qui, à sa manière, était lui aussi un afrancesado, les déchirements profonds de certains valeureux espagnols pendant ces années. Vous vous souvenez tous, sans doute, bien sûr, des deux des meilleurs tableaux guerriers jamais peints, la charge des Mamelouks et les fusillades du 3 mai. C'était un travail de commande exécuté par Goya en 1814, peu après la fin de la guerre, et il conçut les tableaux sur la forme d'un diptyque. Les premiers tableaux représentent une scène du soulèvement du 2 mai 1808 contre les Français à Madrid, quand les insurgés espagnols fondent sur un détachement de mercenaires égyptiens qui combattaient aux côtés des envahisseurs. Le second tableau représente une scène du lendemain, quand après avoir étouffé la rébellion, les Français fusillent quelques-uns de ses protagonistes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en un certain sens, les deux tableaux sont des reflets symétriques
l'un de l'autre. Dans le premier tableau, les Espagnols sont les bourreaux et les Français les victimes. Dans le second tableau, c'est précisément le contraire. Goya ne prend pas parti, il ne juge pas, il ne fait que regarder sans jamais détourner le jeu. Il ne fait que comprendre avec un courage et une lucidité inédite. Cela signifie-t-il que le peintre s'est montré lui-même impartial en ces moments extrêmes pour son pays? Il sans doute l'était en tant qu'artiste, mais pas du tout en tant que personne, en tant qu'homme. Goya était un homme de lumière qui a très probablement perçu, dans ces mouvements qui illuminaient la France révolutionnaire, un instrument de modernisation pour l'Espagne, mais qui, en même temps, fut horrifié par la violence que provoqua l'invasion napoléonienne. C'est cette tension poignante qui constitue le moteur secret de ces deux tableaux, le carburant moral qui leur permet de comprendre ce que personne n'a aussi bien compris, comme lui. L'effroi absolu face à la guerre et aussi la relation tragique que vivaient alors nos deux pays et la douleur terrible qui en résultait. Cela fait bien longtemps que nous autres, Espagnols, ne vivons plus le déchirement que connut Goya et bon nombre de ses contemporains. Fort heureusement, entre nos deux pays, les suspicions et les conflits font partie du passé. En ce sens, les Espagnols et les Français de ma génération ont une chance immense. Nous faisons partie de la première génération d'Européens qui n'a pas connu la guerre, au moins une guerre entre les grandes puissances. Et après avoir subi pendant des siècles les conséquences de la méfiance et de la discorde permanente entre nos deux pays, voilà déjà de nombreuses années que nous jouissons des avantages de la confiance et de la concorde. Nous avons découvert que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare. À l'image des autres Européens, nous avons nous aussi découvert, ou nous aurions dû avoir découvert, qu'au-delà de nos différences, nous avons une identité commune qui s'appelle précisément diversité. Nous aurions dû avoir découvert aussi que c'est cette identité plurielle qui fonde notre projet politique commun, sans doute les plus ambitieux de notre siècle, et à mon sens, la seule utopie raisonnable que nous, les Européens, avons inventée au cours de notre histoire, car elle est la seule qui puisse garantir à notre continent la paix, la prospérité et la démocratie. Je parle bien sûr de la construction d'une Europe unie, un nouvel État commun qui pourrait avoir pour devise une des premières devises des États-Unis, la grande utopie politique qui a éclairé les Lumières et qui est historiquement la plus réussie. Ces devises seraient « E pluribus unum », c'est-à-dire beaucoup de pays, de cultures, de langues, de traditions différentes et qui affrontent de plus en temps en mémorial, et qui s'affrontent, pardon, de plus en temps en mémorial dans un seul État, c'est-à-dire diversité culturelle, unité politique. Selon moi, à mon avis, ça c'est les grands défis de l'Europe unie. Il va sans dire que ce projet politique, qui est aussi, ou devrait l'être, un projet culturel, dépasse largement les cadres de la France et de l'Espagne. Mais sans la France et l'Espagne, il serait impossible à mettre en œuvre. C'est-à-dire sans la concorde, l'influence mutuelle et féconde et sans la fraternité entre nos deux pays. C'est parce que je reçois ce prix aujourd'hui comme un symbole de cette fraternité qu'il me rend si heureux et que je vous en remercie infiniment. Merci encore.